Bernard Sananès donc, est avec nous pour commencer. C'est intéressant, Bernard, parce que juste j'y pense et on reparlera du bouquin de Michel Offerlé avec lui, mais en fait, je discutais de l'action d'un ministre avec un de ces nouveaux ministres qui a été, je ne vais pas dire lequel, peu importe, mais qui a été dans l'entreprise. Et cette idée, me disait-il, de n'avoir quand même qu'une des branches de l'arbre, mais de devoir donner l'impression qu'on contrôle tout, est sans doute le plus difficile en fait pour un responsable politique. Voilà. Oui, c'est sûr que pour les responsables politiques, la période n'est pas facile. Et d'ailleurs, le jugement qui est porté sur eux dans la crise, et je parle pas au global, c'est pas un jugement partisan, mais sur la puissance publique, l'action de la puissance publique est assez critique, alors qu'il est assez favorable à deux acteurs. C'est intéressant. Quand on demande qui a été à la hauteur de la crise, deux acteurs apparaissent en tête, les collectivités locales et les entreprises. 7 Français sur 10 disent qu'ils ont été à la hauteur. Quand on demande l'État, encore une fois, pas politique, pas Macron, l'État, 40%. Voilà. Donc on voit bien 40% des gens disent, les Français, l'État a été à la hauteur. Mais 70% disent les entreprises et les collectivités locales. Et on voit bien que ce couple entreprise-collectivité locale, il montre qu'il y a une aspiration, je dirais pas d'État, c'est pas vrai. En France, on est très attaché au rôle de l'État. Mais en tout cas, à un État qui fonctionne différemment, qui fonctionne dans le dialogue avec les collectivités locales, qui fonctionne, dans le dialogue avec les entreprises. Et donc, il ne faut pas faire de raccourcis. En France, on n'est pas les adeptes d'un très grand libéralisme qui dirait on met à bas l'État. C'est pas ça, on compte sur l'État, mais on veut qu'il travaille différemment et on veut qu'il travaille avec d'autres partenaires. C'est un État qui impulse, qui est partenaire, et donc ça change un peu les choses. Mais pardon Bernard, mais c'est une solution de facilité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en charge de rien. Parce que c'est facile d'apparaître comme à la hauteur de la crise quand on est une collectivité locale et qu'en gros on n'a rien eu à gérer que essayer d'aller taper aux portes pour essayer d'avoir des masques avant tout le monde. Enfin, on a vu les gesticulations des uns et des autres sur les aéroports, là, recevant leurs masques. Et de la même façon pour les entreprises. Les entreprises, elles ont, c'est pas à vous, Stéphane, que je vais dire, elles ont continué à assurer l'activité économique, elles ont continué à assurer la formation, la rémunération, le recrutement souvent, et ça leur est reconnu. Ça leur est reconnu par les Français au travers de la crise. Alors, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, mais je continue à penser qu'il y a quand même une profonde injustice qui est faite. C'est-à-dire, tout ce que de l'ensemble de ceux qui viennent à ta place, Bernard. Alors, j'ai pas dit en plus Bernard Sananès, fondateur de l'Institut d'études et de conseil ELAB, donc qui évidemment sonde en permanence, et puis tu as toute une histoire de toute façon de connaissance de l'opinion, sonde en permanence l'opinion. J'en ai finalement assez peu. Alors c'est vrai que moi je parle d'autre chose, mais j'en ai finalement assez peu qui spontanément disent mais non, mais bien sûr qu'on ne va pas demander à l'État, j'en sais rien, une échéance, d'avoir de la vision, de se projeter, etc. C'est absolument impossible dans cette situation. Il ne s'agit pas, en tout cas pas dans mes propos, de jeter la pierre à l'État. Mais en revanche... Non, c'est de la part des Français, je trouve ça... Ouais, je pense qu'ils attendaient sans doute... il y a une partie des objectifs qui ont été remplis, et notamment l'État protecteur sur l'aspect économique. On y reviendra tout à l'heure. C'est par exemple dans le jugement qui est porté sur la gestion de la crise économique, ce qui est crédité le plus favorablement pour le gouvernement. C'est-à-dire que sur un plan économique, le chômage partiel notamment, qui change d'ailleurs, y compris le rapport au pacte fiscal. On y reviendra si vous voulez, mais c'est assez intéressant. Bon, mais à côté de ça, il y a le sentiment que l'État a voulu sans doute trop faire tout seul. C'est pour ça que je parlais des collectivités locales et des entreprises, d'une part. Et d'autre part, je pense que quand on regarde un peu toutes les études au global, je n'ai pas un chiffre particulier, le sentiment peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de retour sur expérience. Autrement dit, que la première fois, la première vague de la crise, on a été surpris, évidemment. Je pense que beaucoup de gens pouvaient le comprendre. Que la deuxième fois, on ait hésité entre l'arbitrage économique et l'arbitrage sanitaire, tout à fait normal. Que les leçons n'aient pas semblait être tiré pour faire mieux, comme on dit en entreprise, les rétex, les retours sur expérience. Ça, c'est quelque chose qui sans doute surprend un peu les gens. Encore une fois, il y a aussi ce regard, y compris de comparaison. Les Français voient bien ce qui se passe autour, ils se disent que c'est pas si formidable que ça ailleurs. On voit ce qui se passe en Allemagne. Oui, voilà, c'est-à-dire on est un peu tous logés à la même enseigne. Mais il y a en plus un écho à quelque chose qui est très fort dans le pays, qui est le sentiment du déclin. Je vais donner un seul exemple qui est très intéressant. En juillet, on a fait une étude très profonde qui s'appelait Reboot ou Reset. Est-ce qu'il s'agit de faire redémarrer le pays ou est-ce qu'il s'agira de le réinventer ? Et on avait une question sur cette idée du déclin. Et quelqu'un nous a dit, tu sais, les verbatims là qu'on voit, quelqu'un nous a dit c'est quand même incroyable.
On est la France, un pays qui lance ou qui lançait encore des satellites, des Arianespace, et on n'est pas capable de s'approvisionner en masques à 1 euro. Voilà. Et ce contraste-là, non pas d'un rêve, mais d'une réalité technologique du pays, et dans la crise, de ne pas avoir pu régler des problèmes qui semblaient simples, je ne dis pas qu'il était, mais qui semblaient simples, d'approvisionnement en masques, en tests, aujourd'hui en vaccins, ça crée un décalage et un sentiment du déclin qui est évidemment terrible pour les politiques. Les phrases d'Emmanuel Macron, donc c'est hier soir, sont passionnantes à ce niveau. Donc, je vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en gros, on n'a pas, nous, Europe, assez fait confiance au génie humain. Voilà. Quand les Américains mettaient des milliards, parce que c'est l'Amérique, parce que tout est toujours possible, nous, on s'est dit, ah ben non, les vaccins, ça prendra beaucoup plus de temps que ça. Et en même temps, on avait hier, en termes de posture, c'est assez intéressant, on avait hier aussi Angela Merkel, qui elle présentait un peu des excuses pour ne pas avoir pris la décision. En France, on fait pas souvent, on n'a pas trop l'habitude des excuses. Bernard, si elle n'avait plus aucune ambition ni intention politique, est-ce qu'elle se serait excusée de la même façon ? Oui, mais ça fait aussi son socle de confiance malgré tout, même si la gestion de crise est aussi critique en Allemagne, elle conserve quand même un socle de popularité. Alors ça nous amène au sujet finalement, parce que en gros, tu as raison, les Français de toute façon ont toujours raison. Sans doute l'État ou les responsables politiques du sommet sont-ils pris à leur propre piège. C'est-à-dire Jupiter regnante, non. Jupiter, il est balayé par le virus et par le Covid comme tout le monde. Donc c'est ça peut-être aussi qui est... Il y a le sentiment effectivement que le maître des horloges aujourd'hui, c'est le virus. C'est le virus. Si on ne s'était pas prétendu à un moment maître des horloges... On n'aurait sans doute pas... Peut-être, mais encore une fois, je crois aussi qu'il y a ce sentiment peut-être d'une forme d'absence d'humilité, d'absence de retour sur expérience qui a joué. Il y a aussi un aspect, il y a des choses qui ont été réussies dans la crise, dans une crise qui est très difficile, qui peut prétendre dire il fallait faire ça ou il fallait faire ça. Je pense que là, sur la dernière séquence, il y a peut-être un rendez-vous qui a été raté sur l'explication du non-reconfinement. Cette explication, moi je ne discute pas de la mesure, j'en suis pas capable, je ne suis pas spécialiste en infectiologie, mais en tout cas, une fois que la décision était prise, de ne pas être venu devant les Français pour l'expliquer, pour dire voilà aujourd'hui pourquoi je décide de ne pas reconfiner, et voilà pourquoi je serais peut-être obligé de le faire dans un mois, ça aurait protégé le président de la République. Étonnant. Et aujourd'hui, on voit bien, là, la confiance, sondage qu'on a publié hier, la confiance envers l'exécutif est au plus bas depuis le début de la crise en mars 2020. La séquence autorisation a été dévastatrice. La séquence autorisation, la séquence, effectivement, les mesures sont perçues comme pas claires, elles sont perçues pas simples, elles sont perçues comme pas cohérentes, et elles sont perçues surtout, ça c'est plus inquiétant, comme pas efficaces pour permettre de juguler la crise. Tu m'as fait envie là avec ton histoire de pacte fiscal, de chômage partiel et de pacte fiscal. C'est intéressant. Il y a une question qu'on suit depuis les Gilets jaunes. On avait publié dans un baromètre des territoires avec l'Institut Montaigne. Et dans les Gilets jaunes, tu t'en souviens, il y avait la question du pacte fiscal. C'était Jacqueline Moureau qui disait qu'est-ce que vous faites du pognon, voilà. Et on avait à l'époque plus de 6 Français sur 10 qui considéraient qu'ils avaient le sentiment qu'ils contribuaient plus qu'ils ne recevaient. Voilà. Et ce sentiment a baissé de plus de 10 points en 2020. Et c'est évidemment en raison du chômage partiel. Parce que là, les Français se sont dit, voilà, on sait où passent nos impôts. Ça ne veut pas dire qu'on est content de les payer, mais on sait où passent nos impôts. L'État a été à ce rendez-vous-là. Et le sujet du pacte fiscal, il ne faut pas croire, il sera encore un des sujets importants de la campagne présidentielle. Il va y avoir ce sujet, alors, pardon, une parenthèse absurde, je referme la parenthèse, il va y avoir ce sujet de la dette. Le sujet de la dette Covid, il sera là partout. Oui, et pour le coup, contrairement à ce qu'on pense, les Français ne sont pas des irresponsables. Ils ont très bien compris. Il n'y a que 15% des Français qui pensent qu'on ne devra pas rembourser la dette. Voilà. Ils ont très bien compris qu'il faudrait rembourser la dette. Ils sont inquiets pour la dette de l'État. Ils sont par ailleurs aussi inquiets, ça il faut le comprendre, ça il faut aller fouiller dans les études pour le voir. Ils sont assez inquiets quand on leur parle de la dette parce qu'ils pensent que ça peut taper leur retraite. Et que si on ne peut pas rembourser la dette, peut-être que les retraites ne seront pas garanties dans 5 ans, dans 15 ans. Donc le sujet de la dette, donc il est quand même très intéressant. Ça veut dire, alors, moi personnellement, avec un certain nombre d'économistes quand même, on a une position là-dessus assez extrême, qui est de dire non, il ne faudra pas la rembourser. Voilà. Bon, voilà, point à la ligne, mais c'est pas notre sujet. Non, ce qui m'intéresse, ça veut dire que, parce que l'une des questions que j'avais, si on regarde Emmanuel Macron et le débat public qui va démarrer, son arme, c'était la réforme, finalement. Quand on se retrouve avec de l'argent public absolument partout, qu'on fait, ça a été assez peu relevé, mais la Sécurité sociale s'est rendu compte qu'ils avaient fait une erreur de 10 milliards dans leur compte. Alors en faveur de la Sécu, tout à coup on récupère 10 milliards.
quelle légitimité on a à dire « Ah les gars, il va falloir serrer la vis sur les retraites, il va falloir serrer la vis sur l'assurance C'est chômage ». sûr qu'aujourd'hui, notamment sur l'assurance chômage, dans le contexte, le discours n'est pas audible. Ça va être compliqué. Tu sais, moi je prends souvent un exemple, c'est l'exemple du panneau de basket. On a entendu pendant plein de fois dans des collectivités, etc., on ne peut pas changer le panneau de basket ou l'abribus parce qu'il n'y a pas d'argent, pas de budget. On entendait ça partout. Pas de budget, pas de budget dans les entreprises, pas de budget l'État, pas de budget les collectivités locales. Et là, on a été capable, et c'est heureux, de mobiliser des centaines de milliards. Ça va être dur de revenir vers le père ou la mère de famille pour lui dire non, le panneau de basket, on ne peut toujours pas, alors qu'on a dépensé plusieurs centaines de milliards. Et donc, mais alors le Macron réformateur, il a quoi comme arme finalement pour faire campagne ? Le Macron réformateur, il devra sans doute expliquer d'abord qu'il y a un besoin de protection. Donc je ne suis pas sûr que le Macron réformateur intégral soit le même, mais qu'en tout cas, pour protéger, continuer à protéger, notamment sur le modèle social, il faut faire des réformes pour se donner des marges de manœuvre. J'imagine que ce sera une des thématiques. Mais la thématique de la protection, elle est évidemment aujourd'hui centrale. C'est la une ? C'est en tout cas, oui, il y a ce besoin, cette inquiétude. On a compris qu'on était dans un monde incertain et on attend des dirigeants qui nous protègent. Fracturée, j'ai mis une opinion fracturée, c'est ça ? Oui, alors elle est trois choses. Elle est inquiète, on comprend pourquoi. Elle est défiante vis-à-vis des politiques du pouvoir, mais pas seulement, des politiques en général. Et elle est fracturée. Alors sur les fractures, il y a des fractures, on va dire, classiques qu'on connaissait avant. Fracture notamment, par exemple, entre les hauts revenus et les bas revenus. Ouais. Entre eux, on le voit dans les études comme ça, entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont pas grand-chose. C'est une fracture qui est connue. Mais on a ce sentiment que cette fracture, finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé ou ont dit, elle ne s'est pas résorbée pendant la crise. On a raconté, après le premier confinement, un petit récit du confinement heureux, en oubliant que le confinement qui était vécu, pour prendre deux départements qui sont très proches géographiquement, le confinement tel qu'il était vécu par les CSP+, les cadres de la Défense qui habitaient dans les Hauts-de-Seine, sans les stigmatiser, et le confinement qui était vécu à Aubervilliers par des gens qui prenaient la ligne 13, etc. Tout ça n'existait pas. Ben non, l'épidémie a aggravé un certain nombre de fractures, et notamment la fracture liée au travail. Et c'est vrai que le télétravail, dont tout le monde considère aujourd'hui qu'il n'a pas que des défauts, il a des avantages et il a des défauts, mais en tout cas, le télétravail, aujourd'hui, est une source de fracture. Vous expliquez à 2/3 des Français que le télétravail, c'est le modèle, mais ils vous disent, mais attendez, moi, le télétravail, je ne peux pas, je travaille sur site, je travaille dans une usine, je travaille dans un commerce, je travaille dans des lieux publics. Oui, voilà. J'habite dans 40 mètres carrés avec 6 personnes, donc, tout à fait. Donc, tu as raison d'avoir mis les fractures. Évidemment, les fractures sortent renforcées. D'ailleurs, 8 Français sur 10 considèrent que la société est injuste et ça n'a pas bougé avant et après la crise. Et cette histoire d'épargne, c'est-à-dire que voilà, c'est un fait. Les deux plus hauts déciles, on va dire, en termes de revenus, ont sans doute épargné, on verra bien combien, mais plusieurs centaines de milliards d'euros de non-consommation. Ça aussi, ça va renforcer les fractures. Oui, évidemment. Évidemment. On a aujourd'hui. Alors ces fractures, elles ne sont pas dans les lignes habituelles pour les lire. Il y a plusieurs catégories. On voit bien. Il y a bien sûr les précaires, les intermittents, qui sont très marqués. Il y a les jeunes, par l'accès à l'emploi difficile, par le fait d'avoir dû renoncer à beaucoup de projets. Projet d'emploi d'alternance, projet de déménagement, projet de mariage, de Pacs, etc. Et puis également les indépendants, les entrepreneurs qui, tu le sais comme moi, souffrent beaucoup. Donc c'est vrai que la cartographie des fractures, elle aura sans doute beaucoup évolué dans la crise, mais on a aujourd'hui une personne sur deux, c'est un sondage que nous avons publié la semaine dernière, une personne sur deux qui considère qu'on n'a pas été égaux devant le risque de contamination. Mais bien sûr. Voilà. Donc ça va laisser des traces. Quand on va faire l'analyse de cette épidémie, qui elle a touché, qui elle n'a pas touché, on verra comment ce sentiment... Et donc ça veut dire, parce qu'il y a eu, si je te ramène à la politique, il y a eu beaucoup d'émoi, c'était je crois une de Libération sur la fin du Front républicain. Et sur cette fois-ci, on ne va pas nous la faire, et cette fois-ci, on n'ira pas voter ni pour Macron, etc. Donc ça c'est tangible, c'est une réalité, en tout cas, qu'à un moment, que ce combat qu'on nous promet déjà pour la prochaine présidentielle sera différent cette fois-ci. En tout cas, aujourd'hui, la photographie, comme toujours, un sondage, je ne dis pas ça pour prendre un parapluie, mais c'est une photographie. En tout cas, c'est vrai que ce phénomène de non-choix au second tour, de se dire non, ça ne me concernerait pas, je n'irai pas, et en n'y allant pas, je veux montrer que je ne suis pas satisfait par l'offre électorale, il existe. Et il existe beaucoup, pas seulement, mais beaucoup, chez des électeurs de gauche. Qu'est-ce qui se passera si cette alternative se présentait vraiment ? Personne ne peut rien en dire. Ouais. Comme d'ailleurs, et je ne dis pas ça par excès de prudence, comme on ne sait pas dans quelle configuration on sera en sortie de la crise. Déjà, est-ce qu'on sera en sortie de crise ?
Je ne parle pas seulement de la crise sanitaire. Est-ce qu'on sera sorti de la crise économique et sociale? Oui, Bernard, oui. Je ne sais pas, mais ça, c'est ça qui est dit. Est-ce qu'on aura et ce sera d'ailleurs une... Tout le monde, l'entrepreneur que je suis, a envie de... Ah, mais oui. Ce ne sera pas la même configuration. Ça va être un truc de dingue. Ça ne sera pas la même configuration, évidemment, de campagne électorale. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'électorat de Marine Le Pen et des sondages, d'abord son socle électoral de premier tour est très élevé. Donc il n'y a pas eu, contrairement à ce que certains pensaient, de traces dans son électorat du fameux débat de l'entre-deux tours. Ouais. Cet électorat, il est déterminé à aller voter Marine Le Pen. Deuxièmement, il y a la capacité à attirer entre les deux tours de nouveaux électeurs. Et troisièmement, il peut y avoir effectivement une démobilisation d'électeurs qui ne veulent pas aller voter. Et donc la clé du second tour de l'élection présidentielle, dans cette configuration-là, dont on n'est pas sûr, cela pourrait être l'abstention du second tour, qui en général est assez faible en France. Et donc le sujet là pour lui finalement, enfin le sujet pour le chef de l'État aujourd'hui, c'est d'essayer de réparer la société. Je crois que l'économie, elle va maintenant se débrouiller toute seule, mais c'est de réparer la société, essayer de réconcilier les choses. Rassembler, et la capacité à rassembler du président de la République reste à un niveau assez bas. Voilà. Merci Bernard. Bernard Sananès, donc, le fondateur d'Elab, était notre premier invité sur Bismart.